Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. La phase militaire de la crise maintenant terminée. Il y a ceux qui aujourd'hui disent que nous venons de très loin, alors cette situation est bonne à prendre. Juste à côté de ces derniers, il y a ceux qui pensent que nous devrions avoir fini totalement avec cette crise et nous remettre tous ensemble. C'est cela les deux grandes tendances. Mais pourquoi les Ivoiriens ont-ils du mal à se réconcilier? Pourquoi la machine est-elle grippée? Les réflexions continuent dans tous les camps. Ce soir, notre débat voudrait poser plusieurs questions essentielles pour mieux cerner le sujet. La réconciliation nationale serait-elle en panne sèche? Pourquoi? Et quelles en sont les raisons et même les causes profondes de la crise elle-même? Et surtout, comment réconcilier les différentes positions? C'est l'exercice auquel sont conviés ce soir le professeur Antoine Owo Asepo, président honoraire de l'université Félix Houphouët-Boigny. Bonsoir professeur. Bonsoir M. Fofana. Juste à côté de vous, madame Salimata Porquet, présidente du réseau Paix et Sécurité des femmes dans l'espace CEDEAO. Bonsoir madame. Bonsoir. Et nous avons le professeur Zachary Seri Bailly, commissaire central à la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Bonsoir. Bonsoir. Et le docteur Christophe Kwame de l'Union ivoirienne des professions libérales. Bonsoir. Bonsoir. En tout cas, merci à vous d'être venu sur ce plateau pour nous éclairer sur cette situation de crise en Côte d'Ivoire, surtout la réconciliation. Tout de suite, nous allons partir sur le terrain pour constater ce qui est. Kwasi Mamadou a rencontré des personnes dans les rues pour avoir une idée de ce qu'elles pensent de cette situation. Elles disent, selon elles, les raisons du blocage, les raisons qui font qu'on ne va pas au rythme souhaité. La réconciliation nationale, un vœu cher au peuple de Côte d'Ivoire. Pour le réaliser, des initiatives sont menées avec la contribution parfois des chefs de communauté en vue de renforcer la cohésion sociale. Mais aujourd'hui, le constat sur le terrain est différent. Le train de la réconciliation démarre difficilement selon des Ivoiriens. Il faut d'abord qu'il n'y a pas de frustrés. Donc s'il y a des frustrés, c'est parce qu'il y a des détenus qui ont des frustrés. Parce que moi, mon parent qui est peut-être condamné, c'est vrai, à tort ou à raison, je ne sais quoi dire, mais il est quand même condamné. Donc j'attends à ce qu'il soit libéré d'abord parce que lorsqu'on parle de réconciliation, c'est deux parties frustrées qui vont, maintenant chacun va s'expliquer, puis on va trouver des solutions. Mais tant qu'il y a une partie qui est toujours frustrée, on ne peut pas avoir de réconciliation. Donc pour qu'il y ait une réconciliation, ma recette, c'est que les deux parties soient satisfaits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de détenus et on peut parler de réconciliation. Depuis même 2002, il y a eu une fissure vraiment dans ce pays-là et puis 2010, ça a tout aggravé. Jusqu'à présent, les deux camps se regardent en chien de défaillance. Donc je ne pense pas que ça peut être effectif maintenant. Parce qu'un camp réclame la libération des prisonniers, l'autre camp réclame autre chose. Donc là, je ne sais pas. Je ne pense pas que ça peut être effectif jusqu'à présent. Peut-être la libération des prisonniers peut faire quelque chose. Les politiciens ne sont pas sincères dans ce qu'ils font. Ils ne sont pas du tout sincères. Moi, à mon avis, que ceux qui sont les détenus politiques, on les libère. Parce que sans ça, on ne peut pas parler de paix. On ne peut pas parler de paix parce qu'ils sont en train de faire du superflu. C'est des incompréhensions, on ne parle pas le même langage. Il faut que, ceux qui sont accusés acceptent de demander pardon. Et ceux qui pensent qu'ils n'ont rien fait, qui demandent aussi pardon parce qu'on dit que c'est une seule bouche qui fait palabre. Et c'est deux bouches qui font palabre. Une seule bouche ne fait pas de palabre. Donc, quand on doit vraiment se comprendre, il faut qu'on accepte, il faut qu'on pardonne. Parce que vous pouvez penser que vous avez raison. Alors que dans votre raison là, peut-être que vous avez commis du tort. En pensée, en parole et en acte. Voilà. Donc, il y a un blocage. Le blocage, c'est aujourd'hui dans un pays, il faut que tout le monde oublie ce qui s'est passé, comme je l'avais dit. Après la crise, après les élections, je pense que chacun devait être libre. Chacun devait être libre. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, cette liberté n'existe pas. Aujourd'hui, voilà des gens qui sont en exil, croyant qu'en venant, il va y avoir des problèmes. Mais moi, je pense qu'il faut qu'ils viennent pour qu'on constitue la paix, la réconciliation comme il se doit. Comme si cela était entendu,
La justice ivoirienne a procédé ce lundi 5 août 2013 à la remise en liberté provisoire de 14 personnes proches de l'ancien président Laurent Gbagbo. Une décision qui va à coup sûr relancer la machine de la réconciliation. Voilà, vous avez entendu les réactions de la population. Bien entendu, je commencerai par le professeur Siri Bailly parce que vous représentez sur ce plateau la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Vous avez entendu plusieurs raisons. Libération, liberté, exil, manque de confiance. Alors, quelle est la raison du blocage de la réconciliation en Côte d'Ivoire selon vous, professeur? Merci. Il faut dire que la réconciliation est un processus complexe. La CDVR conduit des actions, des processus tels qu'elle a pensé. Et puis, chacun des Ivoiriens, surtout ceux qui ont des responsabilités au niveau de l'État, chacun est aussi un acteur de la réconciliation. Donc quand on dit que c'est bloqué, il y a des facteurs qui dépendent de la CDVR et d'autres qui dépendent d'autres acteurs. Tout ce qu'on dit sur la libération des prisonniers, c'est une analyse importante parce que quoi qu'on dise, quand on a un parent qui est en exil ou qui est en prison, on est angoissé, on est inquiet et on ne peut pas participer à la réconciliation avec tout son cœur. Voilà. Et donc je pense que dans ce qui a été dit, beaucoup de choses sont vraies. Il faut simplement savoir que la justice, telle qu'elle se fait d'ordinaire, a sa façon de fonctionner. Il y a les autorités qui sont en charge de l'État et il y a la CDVR qui conduit un processus. Et donc, c'est la conjonction de toutes ces actions qui pourra faire avancer vers la réconciliation. Vous avez dit la justice telle qu'elle se fait d'ordinaire. Il y a quelque chose de singulier cette fois? Non, je veux dire la justice ordinaire par rapport à ce qu'on pourrait appeler la justice transitionnelle, celle qui est chargée de faire passer la société d'une situation de crise à une situation, disons, de normalité. Quand je dis d'ordinaire, c'est-à-dire la justice pénale, telle que nous la connaissions avant la crise, et telle que nous la connaîtrons après la crise, chargée de réprimer ce qu'on considère comme des délits ou des crimes. Ouais, c'est de cette justice-là que je parle. Mais nous sommes dans un contexte assez particulier qui fait que, au fond, nous sommes tous heureux qu'il y ait eu ces libertés provisoires-là, ces libérations provisoires. Docteur Kwame, pour vous, quelle est la raison du blocage de la réconciliation, au-delà de ce que vous avez entendu tout à l'heure? Alors, une des raisons principales, selon moi, qui fait blocage, c'est l'entendement commun. Les anglo-saxons appellent cela le shared understanding. Est-ce que nous tous, nous comprenons la réconciliation de la même façon? À partir de cet instant-là, si nous arrivons à définir nos réconciliations uniformes, communautaires, nous pourrons déjà parler le même langage, comme une des personnes a dit. Pour faire le palabre, il faut 2 personnes. Quand vous parlez tous de la même façon, il y a très peu de crise. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous attendons peut-être l'homme providentiel. Est-ce que ça peut exister? Mais quelqu'un qui va avoir l'ascendance, qui va avoir la transcendance de son propre camp, d'abord les convaincre et aller vers les autres pour pouvoir expliquer un peu que la diversité, la différence, la contradiction nourrit et grandit. Vous savez que ce pays, au temps d'Houphouët-Boigny, nous annonçait 26% d'immigrés. Et donc c'est ce mélange-là, ce melting pot qui a fait la richesse de ce pays. Donc les gens sont crispés, nous attendons des rapprochements, mais ce rapprochement ne peut se faire qu'en taisant les personnalités qui sont différentes et en sachant même que la diversité est une obligation pour nous de vie commune. C'est dans cela qu'il y a justement le problème. Alors, quelle est donc la raison, la vraie raison? Vraiment, j'ai envie de le sentir de façon physique. Quelle est la raison qui fait qu'on n'arrive pas à se réconcilier? Il n'y a pas de raison, je dirais personnellement, sur laquelle nous nous arrêtons. Nous pensons simplement qu'il y a plusieurs raisons. Alors, pourquoi je dis plusieurs raisons? Vous voyez que la crise a commencé depuis une dizaine d'années. Nous n'avons pas pu. Au départ, il y a eu l'exclusion. À l'arrivée, nous sommes encore dans l'exclusion. Au départ, il y a eu l'exclusion qui nous a amenés à l'INAS Marcoussis, où nous sommes sortis avec beaucoup d'accords jusqu'à Ouagadougou. Et une des caractéristiques
de ces accords-là était que pour tous les sujets d'intérêt national, comme le foncier que vous connaissez, comme l'identité, il fallait faire une large, je dirais, une large consultation et en faire un débat national. Donc pour nous, nous pourrons situer la plus grande raison par l'absence de débat national, l'absence de discussion autour de toutes ces questions d'intérêt national-là. Nous pensons que c'est là que ça coince réellement. Il faut faire un débat, il faut ouvrir le débat à l'opposition, il faut ouvrir le débat aux universitaires, il faut ouvrir le débat partout pour que les gens s'expriment, pour que les gens fassent ce que la CDVR appelle le catharsis. La catharsis, excusez-moi. Voilà, donc je pense qu'en ouvrant le débat sur ces libertés-là, on pourra déjà faire un grand pas. La même question est valable pour vous, professeur Ouassepo. La raison du blocage? Je voulais d'abord commencer par dire la raison de ma présence à cette émission. Vous m'avez présenté comme président honoraire de l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est vrai, mais là, je suis allé à ce colloque très intéressant, je dois dire, pour en être le président du comité scientifique. Donc, oui, là vous faites allusion au colloque qui a eu lieu à Yamoussoukro. Justement, je voudrais vous rassurer pour une chose, c'est que même sans titre, on vous aurait appelé un intitulé personnel pour vous écouter, pour savoir ce que l'Ivoirien pense de la situation. Il y a un blocage aujourd'hui. C'est-à-dire, donc, je vais, vous m'excusez, mais j'irai toujours un peu en praticien des sciences sociales. Il faut que ça soit bien saisi. Alors, cela dit, je ne pense pas, je suis désolé, mais je ne pense pas qu'il y ait un blocage de la réconciliation. Parce que les processus conflictuels sont rapides souvent. Dans leurs manifestations, il y a une émergence lente. À l'aboutissement, c'est très spectaculaire, mais au rétablissement, c'est très long. Alors, moi, de mon point de vue, quand j'observe, il n'y a pas un blocage. Il y a un processus qui est amorcé, qui est lent. Si on devait faire une enquête, on verrait que les choses ont commencé à bouger. Donc, certainement, vous pensez qu'on est impatient? Mais absolument, on est impatient. Et c'est normal, il ne faut pas condamner ceux qui sont impatients. C'est normal qu'on soit impatient. Mais vous savez que, objectivement, du point de vue de l'observation de la chose, on n'est pas en blocage. Je ne suis pas sûr d'avoir... Parce qu'il y a une chose, il faut savoir, c'est que le projet conflictuel, tout le monde connaît. Tout le monde en sait plus qu'il nous faut souvent même. Donc, ce que je dis là, ça n'engage que moi. Je dis qu'il n'y a pas de blocage. Il y a un commencement, ça va être lent. Tout à l'heure, on a entendu, ils ont dit la libération des prisonniers, tout ça. Ça, c'est une des solutions. C'est une des étapes. Mais ça ne sera pas la réconciliation. Mais cela favorisera la réconciliation, c'est sûr. Donc, de mon point de vue, on ne peut pas parler de blocage. Ça va être long, il faut qu'on soit patient et qu'on suive les choses de façon constante. Parce que si vous faites l'effort et que demain, vous revenez en arrière, vous retardez la solution. Voilà ce que je voudrais dire pour l'instant. Très bien. Madame Salimata Porqué, à vous aussi je pose la même question. Pour moi, il y a un blocage. Le professeur vient de démontrer le contraire tout à l'heure. Bien, merci. Merci de nous recevoir sur ce plateau. Et comme les professeurs l'ont si bien dit, c'est eux qui sont au cœur de la réconciliation. Nous sommes certes des acteurs, mais nous sommes également des personnes ressources en la matière. Comme le professeur Seri Bailly l'a dit, la réconciliation est un processus. Je pense que nous sommes un peu pressés, et ce qui est tout à fait normal. Mais je vous assure que lorsque vous sortez de la Côte d'Ivoire, tout le monde s'étonne de la manière avec laquelle la Côte d'Ivoire avance. Les gens se disent, mais vous avancez rapidement. Vous arrivez à sortir très tôt de cette crise que tout le monde exclamait en disant « Où va la Côte d'Ivoire ?» Et déjà, vous êtes en train de vous retrouver. Donc, c'est dire que ça paraît peut-être lent pour d'autres, mais pour nous qui sommes du métier, ce n'est pas du tout lent. Il faut qu'on y aille par étapes.
On a entendu tout à l'heure des personnes dire, bon, pour décrisper la situation, il faut libérer les prisonniers, etc. Je ne crois pas que ce soit la raison réelle. Vous pouvez libérer tous les prisonniers, que tant que la réconciliation n'est pas prise à la base, nous ne pourrons pas aboutir à quoi que ce soit. D'abord, il y a un problème de vérité. D'ailleurs, la CDVR, le nom le dit. Vérité, dialogue, vérité et réconciliation. Il faut que les Ivoiriens acceptent de dialoguer. Il faut que les Ivoiriens acceptent de se dire la vérité. J'apprécie le débat que nous sommes en train de faire aujourd'hui, mais il serait souhaitable qu'on ait le maximum de débats contradictoires. Mais ici, nous ne le sentons pas réellement. Mais soyez rassurés, il y en aura suffisamment. Ben, j'en espère. Parce que lorsque des personnes viennent sur le plateau, même des journalistes, excusez-moi de vous le dire, chacun vient pour prêcher pour sa chapelle, on parle politique, etc., etc., au lieu d'aborder les problèmes de fond, les problèmes réels qui touchent aux Ivoiriens. Aujourd'hui, les Ivoiriens connaissent des problèmes très sérieux. Il faudrait qu'on l'aborde avec sérénité et qu'on ait le courage de dire pourquoi tous ces problèmes, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à aller à la réconciliation? Tout simplement parce que nous n'arrivons pas à nous dire la vérité. Qu'on accepte de se regarder droit dans les yeux et qu'on se dise la vérité. D'autres, on dit à certains, il faut demander pardon. Le pardon sur quoi? On ne peut pas demander pardon sans savoir pourquoi est-ce qu'on demande pardon. Si on n'est pas convaincu qu'on doit demander pardon, on ne demande pas pardon. Alors que s'il y a des explications et qu'on finit par se comprendre, s'il y a un dialogue ouvert, un dialogue franc, comme on le dit souvent, il faut crever l'abcès avant de soigner la plaie. Alors, tel que vous dites, je m'inquiète, est-ce qu'il faut comprendre... Alors, que faut-il comprendre pour mieux comprendre la crise ivoirienne? Mais pour mieux comprendre la crise ivoirienne, comme je le disais, il faut qu'on aborde les problèmes de fond. Pourquoi cette crise? Pourquoi est-ce qu'elle est arrivée? On a parlé à un moment donné d'un problème de nationalité, d'identité, etc. Cela a été fait, mais ça n'empêche pas qu'on continue de voir les crises, la crise continuer. Donc c'est dire qu'on n'a pas abordé le problème réel. Il faut qu'on mette des commissions en place pour réfléchir sur les différents problèmes, comme le dit le sociologue. Il faut mettre plusieurs thématiques en place et à partir de là, on fait la compilation de toutes ces recherches et on se dit, tiens, voilà pourquoi est-ce qu'il y a eu cette crise. C'est seulement à partir de là que nous pouvons parler de réconciliation réelle. Autrement, nous allons tergiverser, nous allons nous tendre la main, on va libérer les prisonniers, etc. Mais le problème va toujours demeurer parce que il y a cette méfiance. Il faut briser le mur de méfiance. Ça, c'est un point essentiel. Et ensuite, il faut libérer les cœurs. Plusieurs personnes l'ont dit. Si nos parents sont en prison, mais les gens sont en train d'être libérés. Mais vous croyez qu'on va aller pour autant à la paix? Je n'y crois pas. Il faut qu'on se parle franchement. Alors, je parle de la professeure Seribaï, c'est un peu inquiétant. Est-ce qu'il y a de l'hypocrisie dans cette affaire? Y a-t-il des personnes qui ne sont pas dans les dispositions favorables aujourd'hui pour aller à la réconciliation? Est-ce qu'on peut poser cette question de cette façon? Je crois que ce ne serait pas légitime. Mais les réactions que nous avons entendues, il faut les comprendre comme ce que chacun désire. Et la réconciliation, s'il y a un processus, ça veut dire qu'il y a plusieurs points. Si quelqu'un se focalise sur un point, tant que ce point-là n'est pas réalisé, pour lui, rien ne se fait. Vous avez dit que je représente la CDVR sur ce plateau. Si on dit que la réconciliation est bloquée et qu'on fait référence au processus que conduit la CDVR, c'est-à-dire qu'il faut faire le bilan de la CDVR. Si on parle de la réconciliation, on parle de la crise ivoirienne, mais elle est tellement complexe. Si c'est lié à la nature de notre économie, est-ce qu'on va changer la nature de notre économie en 5 ans, en 6 ans? Et donc, il y a beaucoup de facteurs. Et il faut constater quand même que nous sommes en août 2013. La situation, en ce qui concerne l'apaisement, a quand même évolué. Tous ceux qui se sont prononcés, je crois qu'ils ont pu être entendus. C'est dans la rue, on a pu les interroger. La situation a quand même évolué. Mais comprendre la crise dans son fondement pour que ça serve de base à la réconciliation, c'est un travail qui doit être fait et qui a commencé. Maintenant, pour répondre précisément à votre question, je ne crois pas
que quelqu'un puisse dire qu'il est contre la réconciliation. Tout le monde a intérêt à la réconciliation. Comment y parvenir? Voici ce qui crée la contradiction entre différents groupes. Certains diront qu'il faut plus de démocratie, il faut libérer les prisonniers, etc. D'autres pourront même dire qu'il faut reprendre peut-être l'analyse des élections. Il y a toutes sortes d'opinions. Toutes sortes d'opinions. Mais je crois que tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait la paix, parce que c'est la condition pour l'exercice des activités de chacun. Un parti politique a besoin de paix pour rencontrer ses militants, faire avancer ses idées, les faire partager. L'école a besoin de paix, l'économie a besoin de paix. Sous ce rapport-là, on peut considérer que tout le monde est favorable à la paix, chacun voulant y parvenir avec des conditions spécifiques qu'il identifie et qu'il essaie de partager avec les autres. Oui, à la suite de votre idée, je vais m'adresser au docteur Kwame. La vérité, c'est que tout le monde est favorable, tout le monde le dit, en tout cas c'est ce que tout le monde dit, mais le constat qu'on fait, c'est que ce que certains considèrent comme une nécessité, d'autres prennent cela comme un préalable, des exigences. Les positions sont assez difficiles à rapprocher, docteur Kwame. Non, je pense que je reviens un peu à ce que j'ai dit au départ. Les positions sont difficiles à rapprocher parce que nous n'avons pas défini de manière communautaire nos vérités à nous. Vous savez qu'il y a des vérités factuelles, il y a des vérités psychologiques, il y a des vérités sociales. Et donc, tout cela doit se faire entendre. Je crois que ce séminaire que la CDVR a fait, ce séminaire allait définir les termes. Donc, pour nous, tant qu'on ne se sera pas mis d'accord sur la réconciliation, qui est un processus, mais en même temps un objectif, tant qu'on ne se serait pas mis d'accord sur les différentes vérités, tant qu'on ne se serait pas mis d'accord sur les questions, je reviens encore là-dessus, des questions d'intérêt national. Aujourd'hui, nous avons été tous réveillés le 6 juin, quand le gouvernement a annoncé qu'on allait toucher un peu au problème de la nationalité. Nous sommes tous réveillés. Depuis 15 ans, ce problème a déchiré ce pays. Donc pour nous, il est de la responsabilité du gouvernement d'en débattre et d'en débattre. Donc pour nous, toutes ces questions-là, on doit se mettre d'accord là-dessus. On doit avoir une réflexion commune, une définition commune. Sans cela, on ne peut pas avancer. Je sais, comme le professeur l'a dit, de manière sociologique qu'il faut pouvoir savoir qu'effectivement, il y a des positions qui sont en train d'évoluer. Mais dans ces positions qui évoluent, qui comprend quoi? La réconciliation, la sécurité. Je vais dire, vous prenez aujourd'hui, comme vous voulez le dire, l'opposition, il y a une définition de la réconciliation en disant « moi je souhaite ceci ». Vous prenez un tiers, il vous donnera une autre définition. Donc il est question pour nous, c'est pour cela que nous arrêtons sur le débat national, sur le débat public, pour qu'on se mette d'accord comme un État-nation, qu'on se mette d'accord qu'on veut créer une nation. Et pour créer une nation, nous sommes obligés de vivre en communauté. Et vivre en communauté, c'est nous-mêmes que nous donnons des lois identiques, des lois uniques pour qu'on ait la même compréhension du même problème. Très bien. Professeur Ouassepo, je ne voudrais pas ramener le colloque sur ce plateau, mais vous étiez le président du comité scientifique de ce colloque. Il y a eu des préoccupations exprimées. Qu'est-ce que le colloque a dit exactement? Qu'est-ce que le colloque a révélé comme étant les raisons du fait que nous allons très lentement? Vous ne parlez pas de blocage, mais on va très lentement. Oui, mais je maintiens, parce que... on est d'accord avec vous, mettez votre position. Qu'est-ce qui a été évoqué? Je voulais vous dire une chose, c'est qu'il ne faut pas s'étonner que... D'abord, il faut affirmer, et le professeur l'a dit, c'est Ribailly, tout le monde veut la paix. Je n'ai pas rencontré encore quelqu'un qui ne veut pas de paix. Mais le fait que tout le monde veut la paix ne signifie pas que la paix se réalisera. Vous savez, les spécialistes de l'action collective disent, c'est une logique souvent, ce qu'on appelle le paradoxe de l'action collective. Vous pouvez avoir les mêmes dispositions, vous pouvez être tous volontaires et arriver à des effets contraires. Parce que dans l'exécution, la volonté est commune, dans l'exécution est individuelle. Et chacun peut dire, bon, je vais là, je mets ça avant, je mets A avant B, je mets B avant. Cela suffit qu'à la fin, vous n'ayez pas le résultat attendu. C'est ça la chose. Donc ça, il faut que les gens sachent que ce n'est pas parce qu'on le veut. Cela veut, je reviens donc à ce que le docteur Kwame dit. Pour éviter ça, ce qu'on fait effectivement, là, les raisons, il faut définir les normes, n'est-ce pas, de ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut une vision commune.
On reviendra là-dessus quand le professeur essaiera de faire le point, n'est-ce pas, sur le débat, le colloque. Mais le problème central, c'est la vision commune. Vous me direz, c'est temps où vous faites ça dans les conférences nationales. Mais c'est une autre affaire, ça ne veut pas dire que ça réussit nécessairement. Et c'est là la complexité. Parce que dans les organisations sociales, vous pouvez avoir ça réussit. A réussit aujourd'hui. Demain, même A ne réussira pas. Donc pour ne pas monopoliser la parole, je dirais qu'il a raison parce qu'il faut une norme pour qu'on s'entende sur ce qu'on veut. N'importe comment, à la fin de ce processus, il va falloir qu'on s'entende pour savoir où on va. Ça, c'est la logique. Je pense que cela a plus ou moins été fait, mais il y a toujours un grand diviseur commun, j'ai envie de dire comme ça, entre les différentes positions. On n'arrive pas à les rapprocher. D'accord, mais une fois qu'on a défini et que dans l'exécution, il y a des divergences, il faut un arbitrage. Et on reviendra à la question, nous, en organisation, disons, c'est l'État. Parce qu'il ne faut pas s'attendre, les joueurs sont très différents les uns des autres. Il ne faut pas s'attendre qu'on s'accorde aussi facilement. Il faut piloter, il faut rapprocher les points de vue. C'est pour cela qu'on a parlé de dialogue. Il faut avoir la patience d'écouter. Ça est dans tous les livres de sciences politiques. Hein. Ça, c'est normal. Oui, mais... Donc, je voudrais terminer en disant simplement que ça va être lent. Le docteur a raison. Il faut qu'on s'entende pour qu'on dise, mais à quel moment on dira qu'il y a réconciliation? Parce que les gens ont des points de vue très différents. Donc, lorsqu'on aura un minimum de compréhension commune, je pense qu'en ce moment-là, on agit. Mais cela ne veut pas dire que le problème sera résolu. Il faut un pilotage, un arbitrage constant. Voilà. Madame, j'ai écouté le professeur, mais je continue de constater que les positions se donnent dos complètement. Et ça, c'est une réalité sur le terrain. Alors, pourquoi la crise dure autant? Mais comme je l'ai si bien dit, il y a un manque de communication. Parce qu'on ne communique pas ou on ne s'écoute pas du tout? On ne communique pas suffisamment. On ne communique pas parce que tout à l'heure... Délibérément, non? Oui et non. Parce que tout à l'heure, j'ai écouté le professeur qui parlait des résultats des élections, par exemple. Mais écoutez, depuis que nous avions terminé les élections, on ne s'est jamais mis sur un plateau pour aborder un débat contradictoire, pour dire pourquoi est-ce qu'on dit que c'est X ou Y qui a gagné les élections. Ça, c'est un point important. Certains disent que c'est leur mentor qui a gagné, l'autre dit que c'est celui-ci qui a gagné, mais c'était tellement simple comme on le fait. Vous voyez, moi, je suis un peu peinée, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'Ivoirien ou les personnes vivant en Côte d'Ivoire, tout le monde prend les radios, les télévisions étrangères. Quand vous allez sur les chaînes camerounaises, vous avez des débats ouverts. Vous allez sur les télévisions, la télévision, les différentes chaînes sénégalaises, il y a des débats ouverts et violents même parfois. Mais pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on ne le permettrait pas? Permettez aux gens de s'exprimer. Il faut laisser les personnes s'exprimer de façon délibérée. Oui, mais en situation de crise aiguë, les gens ne s'expriment pas. Aujourd'hui, on est assis, on échange. Oui, mais justement, mais la crise, je suppose que la crise, depuis un certain temps, quand même, ne vivons pas la forte crise qu'on a connue il y a quelques mois, ou il y a 2 ans. Mais aujourd'hui, on peut s'exprimer librement pour mettre tout le monde à l'aise. Et je vous assure que c'est comme ça que ça s'est passé au Rwanda. On a permis le dialogue ouvert. On a permis le tribunal Gachacha qui permettait aux gens de s'exprimer. Mais ici, on a l'impression qu'on a quelque chose à cacher. Il n'y a rien à cacher. Nos dirigeants qui sont à l'écoute, lorsqu'ils vous entendent débattre des problèmes essentiels, des problèmes importants, ça peut les amener eux-mêmes, n'est-ce pas, à prendre, à reviser leur position et voir des décisions appropriées pour que la Côte d'Ivoire puisse aller à la paix. Vous savez, quand on est en politique, vous avez toujours des positions tranchées. Chacun dit, c'est nous qui sommes au pouvoir, nous n'acceptons pas ceci. L'autre dit, nous sommes dans l'opposition, nous voulons reconquérir le pouvoir, il nous faut ceci, il nous faut embêter absolument celui qui est au pouvoir. Mais il faut qu'à un moment donné, on accepte que des personnes comme nous, comme vous, se mettent à table et discutent pour que le petit peuple, parce qu'il faut aujourd'hui qu'on apprenne à parler un peu à la base.
Parce que cette base qui n'a rien à voir, qui ne connaît même pas ce qui se passe, comment est-ce que cette crise est arrivée, c'est cette base qui paye le plus lourd tribut. Parce que celui qui part d'ici s'en va trouver sa base pour lui dire voilà comment est-ce qu'il faut agir, et la base agit selon les désirs de ses cadres. Et il faut donc parce qu'aujourd'hui tout le monde écoute la télévision, tout le monde écoute la radio, que ces personnes puissent comprendre que quelque part ils ont été trompés, soit à droite, soit à gauche. Mais que la démocratie soit effective. Un pays où la démocratie n'est pas effective, le pays, il avance difficilement. Très bien. Oui, allez-y, terminez s'il vous plaît. Oui, lorsque vous avez quand même un chef d'État qui est un grand technocrate, qui a parcouru le monde entier, et nous le savons très démocrate, il faut que la démocratie se joue de façon effective, parce que le monde entier nous regarde. Lorsqu'il arrive des moments où, quand des personnes prennent la parole, vous apprenez qu'on les a arrêtés, ce n'est pas normal. Là, aujourd'hui, la justice vient de poser un acte fort, et que nous saluons d'ailleurs, tous ici présents, d'avoir pris la décision. C'est vrai qu'il y a une décision politique par derrière, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, il faut qu'on se dise la vérité. C'est vrai que la justice a pris une décision, les pouvoirs sont différents, mais il y a des moments où il faut quand même la décision politique. Donc, ces personnes qui ont été libérées par la justice, par la chambre d'accusation, nous saluons la justice, mais il faudrait que très rapidement, d'abord que le peuple soit informé de pourquoi est-ce qu'on les a libérés sans les avoir jugés. C'est vrai qu'ils sont mis en liberté provisoire. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire pour que très rapidement ces personnes soient jugées, afin que le peuple tout entier, si vous voulez, demande au président de la République qu'il accepte qu'il y ait une décision au niveau de la justice, pour que ces gens-là puissent bénéficier quand même de la loi d'amnistie et que ces personnes soient libérées. On demande à des personnes de venir. Une fois que certaines personnes arrivent, on les prend. Ce qui n'est pas tout à fait normal. Il y a peut-être des raisons de les arrêter. C'est possible, s'il vous plaît, c'est peut-être possible. Mais en les arrêtant, je ne sais pas si vraiment ça décrispe la situation. Vous avez des personnes qui sont là, on l'a entendu tout à l'heure, les gens qui disaient que les avoirs sont gelés. Bon, il faut qu'on essaye de voir, dans la mesure où les personnes n'ont pas été corrompues ou n'ont pas commis de corruption, qu'on puisse libérer vraiment leurs avoirs. Et je crois que le président Ouattara est très sensible à ce genre de paroles. Il est sensible à cela et il est prêt à faire le maximum, parce que quand vous n'avez pas la liberté de gouverner, vous ne pouvez pas gouverner. Je comprends parfaitement que vous êtes en train de dire que la justice doit aller jusqu'au bout. La dernière question, et nous allons changer de thème, c'est une question d'ordre général, mais à ce niveau, le dernier mot reviendra au professeur Seri Bailly. Aujourd'hui, est-ce que la CDVR, à votre avis, a atteint son objectif? Est-ce que la CDVR marche comme il faut? Puisque c'est bien le 28 septembre que le mandat confié à la CDVR prend fin, c'est cela, professeur? Bien, nous étions en train de faire un bilan un peu en contrebande. Alors, au niveau général d'abord, est-ce que la réconciliation avance? Je pense que l'opposition a rencontré le Premier ministre. À un moment donné, il y a eu l'arrestation du secrétaire général de la GFPI, et puis le FPI a dit qu'il ne participe plus. Je pense que celui-ci ayant été libéré, les discussions, ce qu'on appelait le dialogue républicain, va reprendre. Donc si on se focalise seulement sur les questions de prison et d'exil, ça c'est un bilan. Et si on veut faire le bilan aussi de la CDVR, je crois qu'il faut s'y mettre, et c'est l'occasion que vous me donnez. Je pense qu'il faut comprendre le phénomène, il faut s'organiser pour pouvoir agir. L'organisation, c'est quoi? C'est d'abord mettre en place des commissions qui vont prendre en charge différentes dimensions de la réconciliation. Ce que la CDVR a fait, une commission heuristique, comme on l'a dit, pour comprendre les causes de la crise. Une commission enquête et audition pour faire des enquêtes afin de savoir qui a fait quoi et donner l'occasion aux victimes de s'exprimer. La commission réparation va apprécier les préjudices subis afin de les évaluer et de faire des recommandations en ce qui concerne les réparations. Et enfin, la commission mémoriale qui va faire le bilan de tout cela pour faire des propositions au chef de l'État afin que nous puissions sortir, je faillis dire définitivement, de la crise. Donc toutes ces actions sont en cours de route. Il faut rendre le processus inclusif.
participatif. Cela signifie qu'il faut que la réconciliation ne soit pas le fait seulement de la CDVR centrale. Il fallait donc mettre en place les commissions locales, ce qui a été fait et n'a pas été facile. Parce que choisir dans chaque région 10 à 11 personnes sur lesquelles il y a un certain consensus, cela n'était pas facile. Ces choix ont été faits, il faut les installer, il faut leur donner les moyens de fonctionner. Il y a eu également une consultation nationale qui a permis à environ 50 000 Ivoiriens de tout le territoire national de donner son opinion sur la manière de conduire le processus. On dit de regarder dans notre passé, mais le passé, il remonte jusqu'à quand? Est-ce que c'est jusqu'à la crise de 59? Est-ce que c'est les crises de 63-64? Est-ce que c'est 1990 avec le retour du multipartisme? Est-ce que c'est 95, 99, 2002? La question a été posée aux Ivoiriens, ils ont répondu. La grande majorité souhaite que les réflexions aillent jusqu'à 1990, puisque dans leur entendement, les incompréhensions sur le fonctionnement de la démocratie a pu être à la base de toutes les déconvenues que nous avons subies. Ouais. Donc ça, c'est une opération qui a eu lieu. Et comment est-ce qu'il faut organiser la réconciliation? Tout ça, les questions ont été posées par un cabinet aux Ivoiriens qui ont donné des réponses. Donc cette phase quantitative est achevée, il faut l'exploiter et passer à la phase qualitative. Et toute cette discussion ont quoi comme but, comme objectif? Faire en sorte que les Ivoiriens se parlent, qu'ils se prononcent sur les raisons de la crise et qu'on mette en place des processus locaux pour que les différents groupes qui ont discuté gèrent le processus de réconciliation. Je crois que c'est dans ce cadre aussi qu'il faut placer le colloque que nous avons fait à Yamoussoukro pour réfléchir sur les causes profondes. Parce que comme toute maladie, si on ne connaît pas la cause de la maladie, on ne peut pas proposer de remède. Très bien, vous avez fait des propositions dans ce sens et les explications de tout à l'heure nous ont permis de comprendre. Mais nous allons chercher à mieux comprendre encore pourquoi la réconciliation ne se déroule pas à notre goût. Peut-être sommes-nous trop pressés, mais il y a de quoi quand même. Mais à votre avis, quelles en sont les causes profondes? Les réponses tout de suite et puis on revient à vous, professeur. Okay. Réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, mythe ou réalité, serait-on tenté de le dire. Après les différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire depuis 1999 jusqu'à la crise post-électorale de 2010, un climat de suspicion généralisé s'est installé au sein de la population ivoirienne, malgré les cérémonies de réconciliation organisées ça et là sur l'ensemble du territoire national pour ramener la confiance. On s'aperçoit toujours qu'il y a des hésitations. Il ne faut pas confondre la réconciliation des politiciens et la réconciliation du peuple ivoirien. Tout le monde a eu une part de responsabilité dans cette crise, mais de facto, on est réconcilié. Mais les politiciens doivent s'asseoir et parler. Ils doivent se parler afin qu'ils mettent les jalons de la réconciliation. Afin qu'ils posent les jalons de la réconciliation. Mais on a l'impression qu'il y a un groupe qui veut la réconciliation et l'autre n'en veut pas. Or, tout le monde doit aller vers la réconciliation. Tout le monde, je dis bien tout le monde, parce que chacun a une part de responsabilité dans cette crise qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Et donc tout le monde doit avoir la réconciliation en tête, doit avoir la réconciliation dans son comportement. C'est un processus. Vous savez, les gens ils ont perdu beaucoup de choses dans cette histoire. Donc il faut leur donner le temps. On doit s'accepter mutuellement. Les filles et les fils de ce pays doivent s'accepter mutuellement. Et dans l'esprit, il ne faut pas être bloqué dans l'esprit. Il faut se dire qu'elle est possible, cette réconciliation. Le cas de la Côte d'Ivoire, ça s'est passé un peu plus dangereux que dans d'autres pays. Mais les gens se sont réconciliés. On est obligés de vivre ensemble. Il est intéressant ensemble que nous puissions aplanir nos différends. C'est dans la différence qu'on peut vivre. Tout ce que nous entreprenons, il faut le savoir-faire, il faut comment aborder tel groupe, comment pouvoir faire un programme. Voyez-vous, bon, nous disons qu'aujourd'hui, il y a eu la crise, mais cette crise, Dieu merci, elle est apaisée aujourd'hui, mais il faut qu'on aille jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on se pardonne. Je propose qu'on laisse les gens digérer le tout petit à petit, parce que tous n'ont pas la même vision des choses. D'autres sont un peu spontanés à pardonner, d'autres aussi sont lents. Donc voilà, il faut qu'on essaie de faire, mais accepter aussi les autres tels qu'ils sont dans leur comportement.
Voilà, il faut savoir accepter, même s'il ne comprend pas, il faut être patient. La commission Dialogue Vérité et Réconciliation, CDVR, mise en place par le président de la République pour ramener la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire, se bat comme elle peut. Mais les signes d'une vraie réconciliation ne sont pas encore perceptibles.